Avant de plonger dans l'affaire du jour, je voulais juste vous dire merci. Cette chaîne, c'est une petite aventure faite maison, avec peu de moyens, mais beaucoup de passion. Chaque nouvel abonné, chaque commentaire, ça me touche vraiment. Merci de faire vivre cette chaîne, qui raconte des affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui, connues ou parfois oubliées. Certaines histoires ne sont pas toujours faciles à faire, ni à raconter. Parfois même, elles remuent beaucoup d'émotions. Mais je les partage avec vous, et c'est ça qui me motive à continuer. Alors, installez-vous bien. On commence. Aujourd'hui, nous allons remonter au début du XXe siècle. Installez-vous confortablement, car nous partons pour les États-Unis. Oceania Wardlow, Martin Sneed, connu de tous sous le nom d'Osei, son père s'appelait le colonel Robert Maxwell Martin, un ancien combattant de la guerre de sécession, et sa mère se nommait Caroline Martin, fille d'un juge de la Cour suprême de Virginie. Quand Osei était enfant, elle vivait avec ses parents dans une grande maison à Louisville, dans le Kentucky. Mais un jour, la maison brûla mystérieusement. Peu après, vers la fin du XIXe siècle, la famille déménagea à New York. Osei avait aussi un frère, mais il mourut de façon étrange à seulement 7 ans, prétendument après une chute dans les escaliers. Son décès donna lieu au versement d'une assurance vie de 22 000 $ à ses parents, une somme énorme pour l'époque, l'équivalent de plus d'un demi-million de dollars aujourd'hui. Après cela, la famille s'installa à Manhattan, mais la tragédie continua de les poursuivre. Peu de temps après leur arrivée, le père d'Osei mourut dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Des voisins racontèrent plus tard à la police avoir entendu un grand fracas dans la maison. Lorsqu'ils accoururent, ils trouvèrent Caroline Martin, la mère, debout au-dessus du corps inconscient de son mari, tandis que la petite Osei pleurait à côté d'eux. Quand l'enfant essaya de parler, sa mère la fixa froidement et dit « Souviens-toi ». La police conclut que la mort du colonel Martin était un accident. Après la mort de son mari, Caroline, qui était issue d'une vieille famille de Virginie, décida de tout quitter. Elle emballa ses affaires et partit avec sa fille à Murfreesboro, dans le Tennessee, où vivait déjà sa sœur Virginia Wardlow. Cette dernière, célibataire, dirigeait alors un établissement très respecté, le Soule College, un pensionnat pour jeunes filles de bonne famille. Une autre sœur, Mary Sneed, enseignait également dans la région. Les 3 femmes, Caroline, Virginia et Mary, étaient instruites, distinguées et au début très respectées. Leur réputation inspirait confiance. Virginia proposa à Caroline de venir l'aider à la direction du collège. Une décision surprenante, car Caroline avait la réputation d'être instable et imprévisible. Mais elle accepta, avec enthousiasme. Caroline inscrivit aussi Osei comme élève du pensionnat. Mais peu à peu, la jeune fille devint plus discrète, plus effacée. On la voyait rarement à l'extérieur, et elle semblait se retirer du monde. Caroline ne tarda pas à imposer des changements étranges dans le fonctionnement du collège. Elle modifia les programmes, déplaça les classes sans raison claire, et surtout, fit poser des cadenas sur plusieurs portes. Son comportement finit par influencer ses 2 sœurs. Bientôt, les 3 femmes commencèrent à ne s'habiller qu'en noir, voilées, errant la nuit dans les couloirs du pensionnat. Elles faisaient des visites surprises dans les dortoirs au grand effroi des élèves. Les pensionnaires terrifiés leur donnèrent un surnom, The Sisters in Black, les sœurs en noir. Des rumeurs se mirent à circuler. On racontait que les 3 femmes se rendaient la nuit au cimetière d'Evergreen, se tenaient autour d'une tombe et murmuraient des incantations incompréhensibles. D'autres disaient les avoir vues déambuler dans le parc du collège à la lueur des bougies, voilées de noir. Peu à peu, la réputation du Soule College se détériora. Les parents commencèrent à retirer leurs filles, les finances s'effondrèrent, et en 1907, le conseil d'administration décida de renvoyer les 3 sœurs. Mary retourna alors vivre en Géorgie, mais Virginia trouva un nouveau poste de directrice au Montgomery Female College, à Christiansburg, Virginie, un autre pensionnat pour jeunes filles issues de familles aisées. Elle invita Caroline et Osei à la rejoindre. Aussi avait 2 cousins du côté de sa tante Mary, Fletcher Sneed et John Sneed. Ils vivaient à Linville, dans le Tennessee, et étaient tous 2 mariés. Mais peu après leur arrivée à Christiansburg, Caroline Wardlow, la mère d'Osei, rendit visite à John Sneed.
Elle lui proposa de venir enseigner au Montgomery Female College sous la direction de sa sœur Virginia. John accepta contre l'avis de sa femme Anna, qui, elle, resta à Linville. Dès son installation, John sembla devenir un autre homme. Il devint taciturne, inquiet, presque hypnotisé par ses tantes. Des témoins dirent qu'il paraissait sous leur emprise. Peu après, un premier accident se produisit. Lors d'un voyage en train avec sa tante Caroline, John tomba du train près de la ville de Roanoke. Les rumeurs allèrent bon train. Certains disaient qu'il avait sauté volontairement, d'autres qu'il avait été poussé. Puis, quelques semaines plus tard, il tomba dans une citerne alors qu'il prenait des mesures pour l'alimentation en eau du collège. On le sauva de justesse. Mais le troisième incident fut fatal. Un matin, John Sneed fut retrouvé gisant sur le sol de sa chambre, ses vêtements de nuit en flammes, imbibés de huile de lampe. Les docteurs furent appelés, mais il mourut 3 heures plus tard, brûlé vivant. Les tantes affirmèrent qu'il s'agissait d'un accident, prétendant qu'il s'était endormi trop près d'une lampe. Mais son épouse Anna et la compagnie d'assurance doutèrent fortement. La police, influencée par le statut social élevé de la famille Wardlow, refusa d'enquêter davantage. Malgré tout, les sœurs reçurent une indemnité d'assurance de 12 000 $, soit environ 400 000 $ aujourd'hui. Peu de temps après, Caroline retourna à Linville. Elle persuada le frère du défunt, Fletcher Sneed, de l'accompagner à Christiansburg pour régler quelques affaires familiales. Fletcher finit par accepter. Mais étrangement, il cessa toute communication avec sa femme, Anna, peu après son départ. Finalement, leur mariage fut rompu et dans une tournure encore plus troublante, Fletcher Sneed épousa sa cousine germaine, Ossie Martin. Ce mariage choqua même leurs proches. Mais dans le cercle fermé et manipulateur de Caroline et de ses sœurs, tout semblait normalisé. En 1908, Ossie donna naissance à une petite fille, mais à peine né, le bébé fut retiré à sa mère. Quelques jours plus tard, Caroline annonça froidement à Ossie que l'enfant était mort. Aucune preuve, aucun certificat de décès clair n'a jamais été retrouvé. Au même moment, la réputation du Montgomery Female College commençait elle aussi à s'effondrer. Les rumeurs d'étrangetés nocturnes, d'élèves enfermés, de prières sombres et la mauvaise gestion financière de Caroline finirent par convaincre les autorités locales d'agir. En 1908, le collège ferma définitivement ses portes. Les 3 sœurs, ruinées et discréditées, quittèrent la Virginie. Elles prirent avec elles Ossie et Fletcher et partirent s'installer à New York City. En 1908, Ossie était à nouveau enceinte. Elle s'installa avec sa mère Caroline et sa tante Virginia dans une maison de Brooklyn, à New York. Mais l'ambiance dans la maison était lugubre et oppressante. Ossie, déjà brisée par la perte de son premier enfant, s'enfonçait dans la dépression. Son mari, Fletcher Sneed, au lieu de la soutenir, quitta les États-Unis. Il s'installa au Canada, à Saint Catharines, Ontario, prétextant qu'il y trouverait un emploi stable. Il ne revint jamais. Abandonné par son mari, harcelé par sa mère et ses tantes, Ossie sombra peu à peu dans un état de détresse physique et mentale extrême. Face à la dégradation de sa santé, Caroline fit appel à un médecin, le docteur William C. Pettit, un praticien réputé du quartier. Quand il arriva, il découvrit une jeune femme très affaiblie, enceinte et terrifiée. Elle semblait souffrir de malnutrition et surtout avoir peur de parler en présence de sa mère et de sa tante. Le docteur nota dans ses rapports que la jeune femme était rationnelle, mais profondément apeurée, et que Caroline entravait ses soins. Il revint à plusieurs reprises pour tenter de la soigner, mais ses instructions n'étaient jamais suivies. Caroline lui dit un jour sèchement qu'elle n'avait plus besoin de ses services, et refusa même de le payer. Ossie finit par donner naissance à un petit garçon, qu'elle appela David. Mais à peine né, l'enfant lui fut arraché. Ses tantes l'envoyèrent à l'hôpital, puis dans un orphelinat. Elles dirent à Ossie que c'était pour son bien. À cette époque, les Wardlow, Caroline, Virginia et Mary, avaient pour habitude de contracter plusieurs assurances-vie sur leurs proches. Selon les registres retrouvés plus tard, au moins 6 polices avaient été prises au nom d'Ossie, avec sa mère comme bénéficiaire. Un autre médecin, appelé ensuite à la rescousse, confirma le diagnostic: malnutrition sévère et épuisement psychologique. Il tenta même, selon un témoignage paru dans le New York Tribune,
de faire passer de la nourriture par une fenêtre ouverte de la maison pour nourrir Osei à l'insu de Caroline. Mais la famille le chassa et menaça de poursuites s'il revenait. Le docteur Petit, inquiet, alla jusqu'à alerter un avocat pour qu'une mesure de protection soit envisagée. Mais l'avocat lui répondit que, sans plainte directe d'Osei, il ne pouvait rien faire. En septembre 1909, Caroline contacta un avocat nommé Julius Caraba. Elle lui demanda de venir pour faire rédiger le testament de sa fille. Quand il arriva, il trouva une jeune femme amaigrie, alitée, à moitié consciente, entourée de ses tantes, toutes vêtues de noir, en train de prier à voix basse. Virginia demanda à Osei si elle voulait faire une nouvelle volonté. Osei, d'une voix faible, acquiesça. Mais l'avocat, troublé par la scène, leur dit qu'il valait mieux d'abord la nourrir et appeler un médecin. Les sœurs répondirent qu'elles n'avaient pas d'argent pour cela. L'avocat proposa de payer les soins, mais elles refusèrent catégoriquement. Resté un instant seul avec Osei, il vit qu'elle tentait de lui remettre un document plié. C'était son testament d'origine, dans lequel elle laissait tout à sa grand-mère, pas à sa mère. Le nouveau document que Caroline voulait lui faire signer aurait transféré tous ses biens et assurances à Caroline. Les jours suivants, l'état d'Osei se dégrada encore. Elle ne mangeait presque plus, recevait de fortes doses de morphine et parlait de mourir. Sa mère et sa tante l'avaient complètement isolée. Elles déménagèrent dans une nouvelle maison, au 409 East 14th Street, à East Orange, dans le New Jersey. La maison était presque vide. Pas de chauffage, pas de gaz pour cuisiner, très peu de meubles. Le 29 novembre 1909, la tragédie atteignit son apogée. Ce jour-là, le docteur Horace Simmons fut appelé à la maison. Il fut accueilli par Virginia Wardlow, toujours habillée de noir et voilée. Elle le conduisit à la salle de bain, où il découvrit le corps sans vie d'Osei Sneed, allongé dans une baignoire remplie d'eau froide. À côté du corps, soigneusement plié, se trouvaient ses vêtements, avec un mot épinglé dessus « L'an dernier, ma petite fille est morte. D'autres êtres chers m'ont précédé. Je suis malade depuis longtemps. Quand vous lirez ceci, je ne serai plus là. Ne pleurez pas pour moi. Réjouissez-vous que la mort m'apporte enfin le repos que je ne pouvais trouver sur cette terre. » Le médecin nota que la mort semblait ancienne. Le corps était froid depuis plus de 24 heures et que la scène paraissait étrangement mise en scène. Il prévint immédiatement la police. Lorsque le docteur Horace Simmons quitta la maison de la 14e rue Est, il était profondément troublé. Les réponses calmes, presque indifférentes, de Virginia Wardlow l'avaient mis mal à l'aise. Sitôt rentré chez lui, il contacta la police pour signaler la mort suspecte d'une jeune femme. Le sergent William O'Neill fut envoyé sur place. Il frappa à la porte. Une femme vêtue de noir, voilée de la tête aux pieds, lui ouvrit. Elle lui demanda, d'une voix sèche, quelle était la raison de sa visite. Quand il expliqua qu'il enquêtait sur la mort d'une jeune femme, elle hésita, puis finit par le faire entrer. Le sergent constata immédiatement quelque chose d'étrange. La maison était quasi vide. Il n'y avait aucun signe de vie domestique normale. Pas de nourriture, peu de meubles, pas de chaleur. Dans la salle de bain, il découvrit la scène macabre. Le corps d'Osei Sneed, amaigri, pâle, flottant dans la baignoire, les vêtements pliés à côté du mot d'adieu. Il demanda à Virginia depuis combien de temps la jeune femme était morte. Elle répondit « Ce matin même ». Mais O'Neill savait que le docteur Simmons avait affirmé que le décès remontait à plus de 24 heures. Quand il la confronta à cette contradiction, Virginia changea de version. « Il est possible qu'elle soit morte hier. Je lui avais préparé un bain, mais je ne suis pas retourné voir. » Une explication qui ne tenait pas debout, c'était la seule salle de bain de la maison. Le sergent fouilla la maison et découvrit des papiers d'assurance soigneusement rangés dans une boîte. Il y avait plusieurs polices d'assurance-vie au nom d'Osei Sneed, dont la bénéficiaire principale était sa mère, Caroline Martin. Il sentit que quelque chose de très louche se cachait derrière cette mort. La police lança une enquête complète. Les officiers retrouvèrent le docteur Petit, qui confirma tout, la malnutrition, la peur d'Osei, le refus de soins de la famille et les doses anormales de morphine administrées à la jeune femme. Ils localisèrent aussi la troisième sœur, Mary Sneed, qui s'occupait alors de leur vieille mère en Géorgie. Le rapport d'autopsie fut accablant. Osei Sneed souffrait d'épuisement extrême,
de carences alimentaires graves et son estomac contenait très peu de nourriture. Elle ne présentait aucune trace de lutte, ce qui laissait penser qu'elle avait été affaiblie au point d'être incapable de se défendre. Les experts graphologues confirmèrent que la note trouvée sur ses vêtements avait été écrite avec 2 encres différentes, le texte d'une main, la signature d'une autre. Tout indiquait un suicide mis en scène. La police lança des mandats d'arrêt. La première à être retrouvée fut Caroline Martin, la mère d'Osei. Elle logeait dans un hôtel de New York sous le faux nom de Mrs. K. Lighting. Quand la police entra dans sa chambre, elle trouva encore plus de documents d'assurance ainsi qu'une centaine de lettres écrites dans le même style que la note trouvée sur le corps. Certaines de ces lettres provenaient de compagnies d'assurance réclamant le paiement des primes sur les contrats souscrits pour Osei. Les 3 sœurs, Caroline Martin, Virginia Wardlow et Mary Sneed, furent accusées de meurtre. La presse, fascinée par cette affaire lugubre, s'en empara immédiatement. Les journaux new-yorkais baptisèrent l'affaire « The Bathtub Mystery », le mystère de la baignoire. Les unes des quotidiens rivalisaient de titres sensationnels. Les sœurs en noir et leur nièce morte dans le bain, la maison du silence à East Orange, l'héritière de la mort. L'affaire fit la une dans tout le pays, de New York à Chicago. La presse décrivait les 3 femmes comme des reliques d'un autre siècle, toujours vêtues de noir, obsédées par la mort et la religion, et mues par la cupidité. Pendant l'enquête, un journaliste du Evening World découvrit un détail stupéfiant. Fletcher Sneed, le mari d'Osei, qu'on disait mort au Canada, était en réalité bien vivant. Il travaillait dans un hôtel à St. Catharines, Ontario, sous son propre nom. Quand la police canadienne l'interrogea, il affirma n'avoir rien su de la mort de sa femme et n'avoir eu aucun contact avec la famille depuis son départ. Il fut innocenté, mais sa fuite renforça l'image d'un entourage familial destructeur et malsain. Les 3 sœurs furent jugées séparément. Pendant sa détention, Virginia Wardlow refusa de manger. Elle se laissa lentement mourir de faim, exactement comme Osei. Elle mourut dans sa cellule le 12 août 1910. En janvier 1911, Caroline Martin, la mère d'Osei, accepta un accord judiciaire. Elle plaida coupable d'homicide involontaire. Elle espérait une peine légère. Mais le juge la condamna à 7 ans de prison à Trenton State Prison, New Jersey. Furieuse, elle hurla dans le tribunal « Je suis innocente. Je n'ai jamais fait de mal à ma fille, ni à quiconque vivant ou mort. » 1 an plus tard, elle fut déclarée mentalement instable et transférée à l'asile d'État de Trenton, où elle mourut le 20 juin 1913. Grâce à ce plaidoyer, sa sœur Mary Sneed, la tante et belle-mère d'Osei, fut libérée sur un vice de procédure. Elle s'installa ensuite dans le Colorado, loin du scandale. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En 1930, un employé de la First National Bank de Murfreesboro ouvrit un coffre-fort oublié. À l'intérieur, 3 diamants, 2 broches en or serties de pierres précieuses, une petite bourse noire et un gant noir à un seul doigt, portant une étiquette « Virginia Wardlow ». Mary Sneed sortit alors de son silence pour revendiquer les objets. Elle affirma qu'ils avaient été volés par une ancienne élève qui les aurait déposés dans la banque pour qu'ils soient retrouvés. Une explication que la presse jugea totalement invraisemblable. Les bijoux furent finalement vendus et le produit servit à rembourser les dettes de la famille. Mary Sneed mourut en 1937 à l'âge de 87 ans. Son fils Fletcher Sneed, le mari d'Osei, vécut encore longtemps. Il s'installa à Los Angeles, où il mourut le 12 janvier 1955. L'affaire d'Osei Sneed devint un symbole de la folie familiale, de l'emprise psychologique et de la cupidité déguisée en piété. Les journaux de l'époque disaient « Dans les couloirs de l'Amérique respectable, les sœurs en noir ont fait entrer la mort, la religion et la démence. » Aujourd'hui encore, la maison d'East Orange où Osei fut retrouvée n'existe plus. Mais l'histoire reste l'une des plus sombres du true crime américain du début du XXe siècle. Osei Sneed n'a jamais eu la chance de vivre une vie normale. Née dans un monde de contrôle, de piété et de manipulation, elle a fini par mourir seule, dans un bain glacé, sous le regard indifférent de celle qui aurait dû l'aimer. Aujourd'hui encore, son histoire nous rappelle que la plus grande des prisons n'a pas toujours de barreaux. Parfois, elle porte simplement le visage de la famille.